Ce mardi 11 juillet 1995, il est 18 h et deux hommes viennent d'entrer dans la mosquée de la rue Mira. L'un d'eux reste adossé à la porte, l'autre se déchausse, dépose son sac sur le sol. C'est l'heure de la troisième prière de la journée. Elle est, comme d'habitude, conduite par l'imam sahraoui. L'homme s'installe. Des centaines de fidèles présents ce jour-là vont assister à ce qui va se passer. Pour la première fois, des témoins directs racontent. Le Cheikh est toujours à la droite, l'assassin à gauche. Il arrive. Là, j'ai entendu, je voulais serrer Cheikh la main, j'ai entendu Cheikh la dire Rabbi Khalid. C'est là, Cheikh Ali était là. Il y avait M. Hamza qui est passé. Il dit que pour qu'on fasse la prière. Voilà. C'est là que le monsieur a pris les sacs. Ils sont rentrés avec six. C'est là comme ça. Donc là, c'est là qu'il a mis les balles. Il était en face de Cheikh. Bon, moi j'ai trouvé Cheikh comme ça. Cheikh il a lâché comme ça. Bon, en sortant dans la prière, du moment que j'ai entré, je suis entré, nous ordonner à sa chef. كيف بديت لهنايا نسمع الكود ضرب اللي في الوسمه تاع الشيخ له بدات كيما كنسمع يقولوا تريسيتي 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 اما لا من بعد الاخر تصوت عليه لهنايا صوت عليه لهنايا شكون اللي صوت عليه نور الدين ومن بعد طقوه هد باش يبلع الباب ولا ما على باليش الاخر دار بوزيسيون ناض بوزيسيون تير مونافراو ضربوا هنا القلب هذاك الليل في الاخر جبد البيا وطاح هنايا هنا قرص نعم ما نور الدين طاح برا جرينا احنا موراهم ما نقولوش هكا حتى لاري ستيفنسون درنا هنا لاري الغوار. Dans leur précipitation, les deux hommes volent une voiture après avoir brutalement sorti sa conductrice. Ils s'enfuient vers la rue Léon. Là, devant eux, une voiture démarre. C'est une Peugeot. À son bord, deux personnes. Les uns derrière les autres, ils foncent vers la rue Ordener. Selon notre enquête, ils sont bloqués ici par une benne à ordures. Seule issue, la rue Buda à gauche. Puis c'est la rue des Poissonniers, direction les périphériques. Nouvel obstacle que ces professionnels n'ont pas prévu. À ce moment-là, un engin de la ville de Paris est en pleine manœuvre. Encore une fois, les deux véhicules sont contraints de changer d'itinéraire, rue du Nord. C'est là que les assassins abandonnent la voiture volée. Ils rejoignent leurs complices et disparaissent cette fois en direction de Porte de Clignancourt. Mission accomplie. Ces hommes viennent de tuer Abdelbaki Sahraoui, âgé de 85 ans, un imam, figure et militant infatigable de la cause islamiste. Dès son enfance, d'abord à Constantine puis à Alger, Sahraoui a toujours combattu. Sa cible, tous les pouvoirs en place en Algérie. L'Algérie est au bout du gouffre. Et tout ce sang qui a coulé, c'est à cause d'eux. Ce n'est pas pour le fils. Le fils n'a jamais appelé aux armes. Ce sont eux qui ont commencé par les arrestations, par l'illégalité du pouvoir. Ils ont supprimé toutes les libertés. Ils n'ont laissé aucun espoir au peuple. Abbassi Madani à droite, Ali Belladji au centre. Sahraoui est naturellement à leur côté lors de la création du Front islamique du Salut en février 1989. C'est l'aboutissement logique d'un parcours consacré à l'islam. Homme de conviction, l'imam Sahraoui ne cessera de défendre l'idée d'une république islamique algérienne. Ses multiples séjours en prison n'y changeront rien. 1992, il vient en France, un pays qu'il connaît bien. Ouvrier en usine dans les années 1950, il était permanent du syndicat Force ouvrière. Brahim Younsi était son plus proche collaborateur. Sociologue, membre du FIS, il est aujourd'hui le seul porte-parole de l'organisation islamiste en France. J'ai connu Cheikh Abdelbaki à Bab el Oued, au milieu et à la fin des années 60, où il était prédicateur, il était l'imam d'une mosquée et il était quasiment un voisin. Le rôle du Cheikh Abdelbaki, était un rôle effectivement de rassembleur. Un rôle, c'était un sage, qui voulait à tout prix que l'expression politique islamique se manifeste d'une façon paisible, non violente, sereine, calme,
et dans la légalité. L'essentiel, c'est que l'on arrive, c'était la position du GIR, que l'on arrive à régler un certain nombre de questions comme la libération des détenus politiques, comme l'arrêt de la répression, la fermeture des camps dans le Sud, l'engagement du pouvoir de respecter la volonté populaire. Il continuait à jouer un rôle fondamental en Algérie, même s'il se trouvait en France. Il était en contact permanent et régulier avec ses pairs à Alger. Et il était considéré comme le représentant et le porte-parole officiel du fils en France. Partisan d'une neutralité de la France dans le conflit algérien, Sahraoui pensait que celle-ci devait rester une terre d'accueil pour les militants islamistes. Partisan de la légalité, il disait aux jeunes de Barbès « Vendez des fleurs comme les Pakistanais, ne faites pas de trafic de faux Lacoste ». الشيخ الله يرحمه على كل حال هو كان صديق للناس كلهم، كان يوصي المصغر ويوصي كذلك المكبر، يعني الناس الكبار يوصيهم مثلا باش ما يكونوش يعني يفسدوا في الارض، وما يكونوش كذلك باش يفسدوا يعني المسائل الاراء ما بيناتهم. يعني نقول مثلا يوصي يقول له هذا اخوك وهذا اخوك وهذا كذلك هذا جارك يسمى اخوك كذلك، مام جارك يعني موش في الدين نتاعك ولكن اخوك، انكم تعيشوا في بلد وحده وانتم باش يعني تساعدوا بعضكم على العيشه باش ما تكونش صعيبه العيشه ما بيناتكم. Pour le moment, il n'y a pas pareil. Dans le quartier, on a vu pas mal d'imams, pareil que lui, il n'y a pas. Il est toujours vivant, cet homme-là. Et c'est un homme religieux, il est toujours vivant chez nous. On n'oublie pas, hein. C'est ça la religion. On n'oublie pas un homme religieux. Ça reste. Hein. Vous imaginez donc qu'il n'a pas été tué, qu'il est vivant? J'étais tout à l'heure à la mosquée, et j'étais en vacances, etc. Je viens de revenir de vacances. Et je le voyais sur la chaise parler, hein. C'est vraiment une image qui passe comme ça, devant mes yeux. On dirait que c'est lui qui parle. Ça m'a marqué pour moi, ça m'a marqué. Ce quartier était le sien, il y vivait. Et le cheikh avait l'habitude de se promener dans ce jardin avec le dernier de ses 9 enfants, un garçon âgé de 7 ans. Journaliste au Nouvel Observateur, Farid Aïchoun rencontre l'imam Sahraoui dès son arrivée en France. Très vite, les liens professionnels deviennent amicaux. On discutait dans la rue, c'était pas un homme à rentrer dans un bar, même chez un marchand de beignets, halal et tout, il ne concevait pas de rentrer dans un café. D'ailleurs, il me racontait une anecdote, que quand il était au 9e RTA, c'est-à-dire au 9e régiment de tirailleurs algérien, pendant la Seconde Guerre mondiale, une fois, il a demandé à ne plus être avec des Algériens musulmans comme lui parce qu'ils buvaient de l'alcool et ils mangeaient du porc. Il a dit, ah, mettez-moi directement avec des chrétiens au moins, qui eux ont des raisons dans leur religion valables pour boire du vin et manger du porc. Voilà un peu de personnage, un personnage assez curieux. C'est ce que j'appréciais chez lui. À aucun moment, il a essayé de me dire, pas puisque tu es à la mosquée, profites-en donc pour faire la prière. Est-ce que tu fais les prières? L'essentiel pour lui, c'est de croire en Dieu, de ne pas être un apostat. Mais il devait bien savoir que j'étais beaucoup plus amateur de rosé que de sourate. Mais il était tolérant, parce que c'était un homme lettré. Et il me recevait, il le savait bien. Hein. Moi, je rentrais à la mosquée, je respecte la mosquée, j'enlevais mes chaussures. J'essayais de rentrer propre à la mosquée, j'étais toujours en tenue correcte. Et on se voyait à la mosquée. Des fois, j'aimais même mon gamin qui croyait que c'était un gymnase, il y jouait. Et il me disait, non, non, laisse. Un enfant, c'est un innocent. Il est dans la maison de Dieu, il peut jouer. La légalité, toujours. Le militantisme aussi. Dans ses prêches à la mosquée, Sahraoui dénonce la torture dont sont victimes les militants islamistes en Algérie. Sur les plateaux de télévision, il tient le même discours. Je vous dis, ces intellectuels, ils ont vu tout ça en Algérie, même qui condamnent le fils. Je leur donne la permission de condamner le fils. Mais pourquoi ils n'ont pas condamné ces actes barbares, soi-disant des intellectuels? Quel intellectuel? Moi, je vous présente des gens qui ont, excusez-moi, sectionné les sexes pour ne pas avoir de relation avec sa femme. Et il y en a des milliers comme ça.
et qu'on en jette dans les décharges. En France, le Shir ne dit rien sur les rafles effectuées dans les milieux islamistes. Mais lorsque le ministère de l'Intérieur monte d'un cran et assigne à résidence des militants, là, Sahraoui prend position. Le Shir a protesté et a rendu visite à maintes reprises, je ne sais pas comment dire, aux détenus de Folambrie. Il avait démontré qu'il pouvait et qu'il protestait sur un certain nombre de choses. Mais pour le reste, la France est tout à fait souveraine sur son territoire. Si elle estime devoir demander des comptes à qui que ce soit, à quelques personnes ou personnalités qui résident sur son territoire, c'est son droit le plus absolu. Et nous devons nous y soumettre. Derrière cette double attitude de l'imam, une question. Y a-t-il eu accord entre Charles Pasqua et le fils, et jusqu'à quel point? Le même quotidien affirmait quelques jours avant que l'imam avait subi des pressions de Charles Pasqua au moment de la prise d'otage des diplomates français en Algérie. C'est à la suite de cet article que le démenti a été fait. Que si le Shir était intervenu sur un certain nombre de questions en Algérie, notamment la prise d'otage des 3 agents consulaires français en Algérie pour appeler à leur libération, etc., et à condamner tous les assassinats qui ont touché en particulier la communauté étrangère installée en Algérie, c'est par conviction qu'il le faisait et non sur ordre venant du ministère de l'Intérieur français. Condamné par les gouvernements français et algériens, l'assassinat de Sahraoui a changé la donne. Le gouvernement français perd un interlocuteur. La communauté musulmane de France prend conscience qu'un verrou important vient de sauter. À la mosquée de Paris, malgré les divergences importantes avec les islamistes algériens, le recteur Dalil Boubaker dénonce fermement le crime. C'est en France la première où un imam est assassiné sur son lieu de prière, pratiquement à la fin de sa prière. Est-ce un message à la communauté? Est-ce un message aux autorités françaises? Est-ce un message aux religieux en France, comme il s'en est fait en Algérie, par exemple, où on a vu que des imams ont été assassinés en Algérie? Est-ce au fond, la grande interrogation, est-ce le coup de gong, n'est-ce pas, qui nous introduit, et nous l'avons ressenti un peu comme cela, dans ce que je pourrais appeler le malheur, comme disait Camus. Est-ce que c'est le premier coup du malheur sur la communauté, sur l'organisation de l'islam en France? Est-ce que ça ne va pas nous inciter, nous mettre à la merci d'une désorganisation, d'une irruption de la violence dans la religion? Et à ce moment-là, c'est l'intégrisme en France. Et l'aspect législatif... Ce jour-là, Dalil Boubaker reçoit Bruno Etienne, professeur de sciences politiques et islamologue, venu présenter la dernière édition du Coran, commentée en français. Oui, mais la charia est incompatible avec le droit français. Conseiller d'un ministre de l'Intérieur sous le président Boumedienne, Bruno Etienne connaît bien l'Algérie et l'imam Sahraoui. La jurisprudence, et puis c'est des milliers de volumes, et puis il y a ceci, il y a cela. Nous croyons, tout vient de notre Seigneur. Et ce qui me gêne dans cet assassinat, outre l'assassinat physique, c'est qu'on a désormais plus en face de nous des grands clercs de l'islam dans le mouvement islamiste. Ça a été voulu, alors, pour qu'on le dise. Alors, là, on rentre dans des choses qui sont des spéculations. Je dirais, connaissant un peu l'histoire du monde arabe, et puisque j'ai dit Sayyid Qutb, on peut parler d'autres aussi, de Faraj et de tant d'autres qui ont été tués, il n'est pas imaginable autre chose que ce pion intermédiaire devenait dangereux pour tous ceux, je dis tous ceux, des deux côtés, qui sont contre la négociation. La seule explication, et ça, elle peut provenir effectivement des différents groupuscules d'ultra, d'un côté ou de l'autre, qui veulent empêcher un homme de dialogue
de tolérance de continuer à s'exprimer. C'est le seul sens que je peux donner à cet acte. Sinon, c'est un acte parfaitement gratuit. Est-ce que le Cheikh Abdelbaki Sahraoui était protégé par la police française? Non, le Cheikh Abdelbaki n'était pas protégé par la police française. Au ministère de l'Intérieur, on affirme que l'imam Sahraoui aurait refusé une protection policière. Certes, comme toutes les autres mosquées de Paris, celle de la rue Mira est surveillée. Mission confiée à la 13e section des renseignements généraux de Paris. Qui se cache derrière les exécutants apparemment professionnels de ce crime? Une question que se posent les policiers depuis le début de leur enquête. Première piste, les extrémistes algériens, les GIA, les groupes islamistes armés. L'un de leurs chefs présumés en Europe, Ahmed Zaoui, vient d'être acquitté par la justice belge pour une autre affaire. Jacques Vergès, qui l'a défendu, connaît bien lui aussi la société algérienne et les rouages du pouvoir. Son analyse, innocente a priori les GIA. Dans l'affaire du Cheikh Sahraoui, je disais ceci à Bruxelles au procès de M. Zaoui. Je disais, les Algériens, la sécurité militaire plutôt, vous présente Zaoui comme le chef du GIA. Il est arrêté. Le Cheikh Sahraoui fait un communiqué prenant sa défense. Et ensuite, le Cheikh Sahraoui meurt et on dit c'est le GIA de Zaoui qui l'a abattu. Mais nous sommes en pleine incohérence. Et l'ASM l'a annoncé à travers Tribune, le journal dont on sait les liens avec les services spéciaux. Donc, ils étaient en contact, le moins qu'on puisse dire, avec les assassins. Ils n'ont pas dit une personnalité du fils sera abattue. Ils ont dit le Cheikh Sahraoui. Et de toute évidence, l'attentat qui a été commis est un attentat fait par des professionnels, dans des conditions de très grande audace. Pour moi, la chose est évidente. C'est un coup de la sécurité militaire. C'est une hypothèse, prise en compte par les autorités françaises, mais il y en a d'autres. Tout le monde pouvait, à ce moment-là, avoir intérêt à tuer Cheikh Abdelbaki Sahraoui. Ça peut venir des rangs islamistes, ça peut venir de l'extérieur. Mais moi, bon, je pencherais plutôt du côté islamiste. Pour quelles raisons? Pour des raisons... je pense que... Enfin, j'ai l'intime conviction, en tous les cas, que le meurtre contre Sahraoui est le point de départ des attentats qui suivent après. Parce que, quand on tue Sahraoui, il n'y a plus d'autorité morale pour protester. Une autorité qui savait se faire entendre des deux côtés de la Méditerranée. Imam, mais aussi vice-président du FIS, Sahraoui avait le pouvoir d'imposer ses décisions. Il n'était pas question pour lui d'accepter, je dis bien, il n'était pas question pour lui d'accepter que la guerre algéro-algérienne soit exportée en France. Est-ce que vous avez l'impression qu'il était un barrage, justement, à l'exportation de cette guerre? Je ne sais pas comment. La seule chose qu'il aurait pu faire, c'est de dénoncer publiquement, je veux dire, ces actes. Ça, je suis sûr qu'il l'aurait fait. Il se sentait menacé? Nous nous sentions de toutes les façons menacés. Par qui? Vous savez, à un moment, les coups ne pouvaient provenir que du pouvoir. La menace qui continue de planer, le verrou qui saute. Il y a au moins un constat, unanime cette fois. Le conflit algéro-algérien vient de mettre le pied sur le sol français. Le détournement de l'Airbus d'Air France, le 24 décembre 1994, en avait marqué le premier acte. Il y a quand même une différence entre le détournement de l'Airbus et le meurtre de Sahraoui, quand même. Le détournement de l'Airbus, c'est une forme, j'allais presque dire, classique de débordement de la violence algérienne sur le territoire français. Alors que le meurtre de l'imam Sahraoui, c'est quelque chose qui a été décidé, quelque chose qui a été organisé et planifié. L'armée et les groupes armés veulent, chacun de leur côté, entraîner la France dans cette guerre pour qu'elle prenne position, de manière claire. En mesure de sécurité, la station Champs-Élysées-Clémenceau
la ligne du métro 1 est momentanément fermée au public. Merci de votre compréhension. Sahraoui est mort un mardi à 18h30. 15 jours plus tard, le mardi 25 juillet à la même heure, une bombe explose dans le RER, faisant 7 morts et des dizaines de blessés à la station Saint-Michel. Simple coïncidence ou au contraire nouvelle étape d'une campagne soigneusement orchestrée? Ces attentats cherchent en tout cas pour moi, à jeter le discrédit sur d'abord le Front islamique du salut, qui apparaîtrait comme un parti terroriste, parce qu'il y a un amalgame aujourd'hui de tout. On amalgame tout. Et jetterait aussi le discrédit sur tous les partisans d'une solution par la négociation et le dialogue. C'est dire que avec les islamistes, il n'y a pas de dialogue possible. Et que seule la répression ou l'éradication, comme l'on dit en Algérie, est le moyen par lequel on peut les réduire. La France est-elle entrée dans un conflit qui la dépasse? C'est l'ère des bombes, des alertes, plus de 400 par jour, des contrôles d'identité, des fouilles. Nous sommes au maximum des mesures de sécurité. Le plan Vigipirate a été déclenché. Ce jour-là, à la gare du Nord, une alerte de plus pour ne trouver qu'un sac de vêtements volés. Ma thèse à moi, globale, je ne dis pas qu'il n'y a pas des fous et des barjots partout, mais ma thèse globale, c'est que quand il s'agit d'avertissement au gouvernement français, ce qui était le cas en 86, ce qui, à mon sens, est le cas du premier attentat du RER, il s'agit toujours de professionnels manipulant des groupes autonomes. Par contre, ce qui est grave dans les attentats que nous avons actuellement, c'est qu'on n'est pas à l'abri de gamins auto-manipulés et auto-excités, ayant les petits manuels à leur disposition, qui se mettent à nous foutre des cocottes minutes partout. Donc dans ce cas-là, on revient à Sahraoui et on revient aux Algériens. Je préférerais des organisations très structurées qui aient des activités, y compris dures, mais d'État à État, de gouvernement à gouvernement et de groupe à groupe. En attendant, les militants islamistes n'ont plus de chef en France. Juges et enquêteurs n'ont plus d'interlocuteurs. Rafles, arrestations, portraits robots, avis de recherche se multiplient. Les Français s'appuient sur des informations en provenance d'Alger, comme l'un de ces nombreux rapports des services secrets algériens, des rapports qui les conduisent à Stockholm. C'est l'impasse. Puis à Lyon, après plusieurs semaines de traque, Khaled Kelkal tombe sous les balles des gendarmes à Maison-Blanche. Plusieurs complices sont déjà entre les mains de la police. Pour la plupart, ils sont issus des banlieues difficiles. L'enquête n'a pas encore établi leur lien éventuel avec des réseaux organisés islamistes ou autres. Pour Kelkal, rien ne prouve son implication dans l'assassinat de Sahraoui. Reste la question des commanditaires. Il y a quelques semaines, le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debré, laissait même entendre que les informations fournies par les services secrets algériens n'étaient pas fiables, qu'il avait été trompé. Polémique, démenti du ministre, malgré tout, s'agissait-il d'un avertissement au pouvoir algérien? Rue Mira, on ne se résout pas à l'assassinat de l'imam Sahraoui. Il y a un souvenir intense de sa présence dans cette mosquée, sa voix qui vibre encore dans nos cœurs, dans notre mémoire. Mais quand on rentre ici, notre présence est consacrée aussi entièrement à Dieu. Je ne crois pas personnellement que ces événements graves, douloureux, ces drames que nous vivons un peu partout dans le monde soient liés exclusivement à des problèmes de type religieux. Nous sommes dans un monde où les exclusions sont multiples, où la misère a progressé, où les crises et toutes les crises opèrent, de mon point de vue,
une espèce de perte de sens, il y a un manque de sens que ceux qui sont chargés de donner à ces événements, peut-être qu'il y a une nouvelle lecture à faire, à réfléchir sur notre humanité, sur l'homme. Sahraoui disparu, le militantisme demeure. Il reste cette enquête qui à ce jour n'a pas encore fait la lumière sur les commanditaires de l'assassinat. Une enquête qui balance entre pistes islamistes et pistes gouvernementales. Seule certitude, la France est désormais dans les filets du drame algérien. أفبالباطل